Nous sommes avec Arthur Delaporte, député du Parti Socialiste, qui participe à cette commission mixte paritaire, mais en tant que suppléant, c'est-à-dire qu'il assiste au débat, mais il ne votera pas. Alors dites-nous, monsieur Delaporte, ça fait à peu près 2 heures que ça a commencé. Déjà, quelle est l'ambiance et à quel rythme on avance? Pour l'instant, on est encore un peu sur les salamalecs. Vous voyez, on fait un tour de table, chacun donne sa position. Les Républicains font cocorico, c'est génial, on a tout gardé de ce qui restait du Sénat. Et puis, à côté de ça, la majorité de l'Assemblée nationale dit, regardez, on n'est pas du tout sur des divergences idéologiques, on est capable de travailler ensemble parce que, évidemment, idéologiquement, ils sont raccords, les macronistes de l'Assemblée et les Républicains du Sénat. Donc finalement, aujourd'hui, on voit l'aboutissement de cette entente cordiale entre l'union des droites. Est-ce que vous sentez des tensions déjà, notamment avec peut-être Mathilde Panot, les députés insoumis et vous? Ouais, ce qui est sûr, c'est que quand on prend la parole, ils grincent des dents parce qu'on les met face à leurs propres contradictions. Vous voyez, aujourd'hui, on est arrivé, là, il y a une demi-heure, on nous a posé sur la table un texte, 110 pages, qui est censé être la nouvelle loi. Mais comment voulez-vous, en tant que député, être en capacité d'analyser comme ça ces 110 pages, de réagir et de se dire, bah voilà, c'est ça le texte qui va manger les Français pendant toute leur vie. C'est ce truc qu'on nous a posé sur la table sans avoir pu vraiment le travailler, l'analyser, voir ce qui roulait et ce qui roulait pas. Donc là, on est vraiment dans une situation où on est face à un mur, parce que finalement il y a une espèce d'ignorance ou en tout cas de mépris de leur part, et puis une difficulté à travailler véritablement. C'est pas des conditions saines pour faire vivre la démocratie que de travailler à huis clos devant un document. Donc nous on a un certain nombre de propositions de réécriture, mais encore faudra-t-il qu'ils arrivent à minima à nous écouter. Est-ce qu'on part pour un marathon là aujourd'hui? Vous nous dites que les débats n'ont pas vraiment commencé sur les amendements, sur les articles. Quel est votre pronostic sur la longueur de ces débats? Écoutez, je suis en incapacité de vous le dire parce que ça va dépendre évidemment de la vitesse à laquelle les choses avancent. Nous avons encore quelques minutes, quelques dizaines de minutes peut-être avant d'avoir fini ce premier round de tour de parole. Et après, on rentrera dans la discussion sur le fond. Et c'est à la manière dont les échanges se déroulent dans les prochaines dizaines de minutes qu'on pourra estimer l'avancée. Est-ce qu'on va discuter ligne par ligne, article par article, ou est-ce qu'ils vont nous dire c'est un package global, vous acceptez tout et on discute de rien? Est-ce que pour l'instant c'est cordial ou c'est extrêmement tendu? Non, c'est respectueux. C'est respectueux, c'est relativement calme, mais voilà, c'est en tout cas pas, on n'est pas d'accord, ça c'est sûr. Et par contre, eux, les Républicains et la majorité macroniste de l'Assemblée nationale, eux, ils s'entendent bien. Oui, parce qu'ils seront 10 en tout à voter, sénateurs et députés, à être favorables à cette loi, et de votre côté, vous serez que 4 à gauche à être défavorables. C'est tout à fait ça. On a deux sénatrices socialistes et une députée LFI, donc Mathilde Panot, Corinne Ferré et Monique Lubin, qui à elles seules pourront porter la voix de la gauche, la voix finalement de l'opposition véritable à cette réforme. Et vous assistez au débat, vous êtes suppléant, vous ne pouvez pas voter, mais vous pouvez quand même participer, on peut déposer des propositions de réécriture. Mon voisin, c'est Charles de Courson, par exemple. Il est arrivé comme nous avec des suggestions, des propositions de réécriture. Maintenant, il faudra voir ce que ça donne une fois qu'on pourra les examiner. Merci beaucoup, monsieur Delaporte. Boris Vallaud qui s'exprime justement, on l'écoute. La droite républicaine. Et aujourd'hui se tient la commission. Et pour les socialistes, c'est Arthur Delaporte, pour ce qui est député, qui nous représente. Je suis accompagné de Monique Lubin, sénatrice socialiste, et Corinne Ferré, sénatrice socialiste, qui, elles, ont un droit de vote. Ce qui se passe depuis 1 heure, c'est assez sidérant. On fait un tour de table. Et monsieur Delaporte, qu'on entendait il y a quelques instants avec Perrine Vasse. Écoutez, d'abord, vous avez bien compris que c'est petite magouille de couloir et grosses embrouilles pour les Français. Et ça, on ne peut pas l'accepter, même si c'est la pratique bien comprise du gouvernement et de la majorité sénatoriale. Demain, on utilisera toutes les procédures possibles. Et la panoplie est grande. Vous avez entendu parler de la possibilité de consulter les Français. Nous y travaillons. Il y a d'autres possibilités que nous déploierons. Il y a le recours au Conseil constitutionnel avec, à notre sens, un certain nombre de motifs d'annulation. Voilà, ce qui se passe au fond est grave sur le plan social, est grave sur le plan démocratique, et nous ne saurions nous en satisfaire. Donc la bagarre continuera dans les heures, dans les jours et peut-être dans les semaines et mois à venir. Voilà. En tout cas, c'est notre souhait que les dindons de la farce, ce ne soient pas les Françaises et les Français. Et on écoute peut-être, avant de retrouver Benoît Ruiz, encore d'autres députés. Moi, c'est ce que je retiens, c'est ce que nous retenons du début de cette commission mixte paritaire. Le gouvernement a quasiment tout accepté de ce que demandaient les Républicains pour, on l'imagine, obtenir les voix des Républicains et ne pas être obligés de passer par en 49.3. Donc ils acceptent notamment, alors il faut qu'on regarde bien dans les détails, hein, mais ils acceptent
les 43 annuités de cotisation qu'avait demandé Monsieur Pradier. Oui, il faut qu'on regarde dans les détails, mais quand même, dans les grandes lignes, c'est ça. Ils acceptent cette borne d'âge. Ils acceptent le contrat senior, certes, revisité, rétréci, si je puis dire, mais ils l'acceptent quand même. Bon, ils ne reviennent absolument pas sur le calcul des fameux 1 200 €. Voilà, je veux dire, l'objectif, c'est le recul de la retraite, de l'âge de la retraite à 64 ans, et ils l'auront. Et tout autour sont des mesures d'atténuation, comme la surcote, par exemple, pour les mères de famille. C'est une mesure d'atténuation, mais il faut le dire, qui amène à des droits moindres pour ces mères de famille. Ça, je pense que les députés de la majorité et LR ne vous le diront pas, mais c'est exactement ça. Donc quelques mesures d'atténuation qui vont leur faire dire que finalement tout va bien. Mais nous, notre objectif, c'est le refus catégorique de l'âge de la retraite à 64 ans. Et donc pour nous, ce qui se présente ce matin, ce qu'on nous présente, ne change absolument rien. Bien, voilà donc ce que déclare cette députée socialiste qui participe, et voici Mathilde Panot. En quelque sorte menacé si nous faisions sortir de la CMP ce qui s'est passé, mais qui n'est pas seulement un huis clos, qui est en apesanteur sociale totale par rapport au pays. Vous avez l'impression dans cette salle, vu l'autosatisfaction qui y règne, qu'il n'y a pas de mouvement social depuis des semaines, qu'il n'y a pas 3,5 millions de personnes qui ont manifesté mardi dernier, qu'il n'y a pas des grévistes dans notre pays, une mobilisation aujourd'hui, et qu'il est à peu près normal que l'intersyndicale qui se mobilise depuis des semaines n'ait jamais été reçu par le gouvernement, qu'il est normal que ce texte soit complètement insincère puisque nous n'avons aucune des informations budgétaires alors que nous sommes sur un texte budgétaire, que ce texte n'a pas été voté à l'Assemblée nationale par le choix du gouvernement d'utiliser le 47.1. Bref, nous sommes dans une commission mixte paritaire qui est hors sol, qui n'est pas dans notre pays, j'ai l'impression, et qui donc apparemment a trouvé un accord entre les 10 parlementaires sur les 14 qui sont titulaires, entre les macronistes et les LR, pour faire avaler à tout le monde la retraite à 64 ans. Je précise que une des choses, dans une des rares avancées qu'il y avait, qui avait été menée par le Sénat, il y avait notamment la prise en compte de la pénibilité sur l'exposition aux risques chimiques, qui même ça a été enlevé. Donc vraiment, vous n'avez absolument plus rien dans ce texte, et vous pouvez en tout cas compter sur nous, parlementaires de la NUPES, titulaires et suppléants, pour continuer à nous battre et dire que nous n'avons aucun compromis à faire sur la retraite à 64 ans. Là, on est quand même dans une commission paritaire qui est surréaliste. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement contents d'eux, ils se félicitent mutuellement. On est à 70% de la commission mixte paritaire qui est pour la réforme. À la fin, c'est à peu près l'état des lieux dans la commission. Et surtout, il n'y a aucune espèce de mention de ce qui est en train de se passer dans la rue. C'est ce que vient de dire Mathilde Panot, mais c'est incroyable de déconnexion. Incroyable de déconnexion. Mais parce que, en fait, il n'y a aucune espèce des revendications des personnes qui sont dans la rue, qui sont portées dans cet hémicycle, à part par nous, qui sommes de gauche et écologistes. Et vraiment, on a des mesures qui sont dangereuses pour les salariés. Il y a la suppression de l'exposition aux produits chimiques comme un critère de pénibilité, ce qui est extrêmement grave, extrêmement grave. Mais il y a aussi, par exemple, la possibilité de mettre à la retraite à 70 ans, ce qui est un recul par rapport au droit du travail existant. Donc en fait, on est dans un texte qui nous a été présenté sur table, à l'arrache, comme ça, sans qu'on ait le temps de le travailler à l'avance, qui présente des reculs par rapport à celui qui nous avait déjà été présenté en hémicycle. Donc là, ce qui se passe aujourd'hui est une forme de prise d'otage des Français et Françaises, il faut bien le dire, par la majorité du gouvernement, qui n'entend rien, qui est sourde et aveugle au mouvement social qui se passe dans la rue. Et j'invite vraiment les Français et Françaises à se mobiliser massivement cet après-midi, parce qu'il n'y a que le rapport de force qui les fera plier sur l'âge de départ en retraite. Donc ça, c'est le document qui nous est présenté. Ça, c'est les fameuses 110 pages. Vous voyez, là, article 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on est à une douzaine de pages. Et on nous demande, il y a 18 modifications, 38 modifications, et on nous demande de pouvoir enchaîner comme ça et de parler des modifications de l'article 7, alors qu'on nous a remis ce matin ce document.
On vient d'obtenir au forceps 15 minutes de pause incluant déjeuner plus lecture de tout le document, et on nous dit qu'il n'y aura pas d'autres pauses. Et là, je viens de parler juste des 38 modifications à l'article 7. Je vous parle pas de ce qui suit, article 8. Donc on a 15 minutes pour pouvoir, à nous seuls, décider, analyser, amender, comprendre ce qui nous est soumis. Et donc uniquement les 38 modifications à l'article 7, plus celle à l'article 8. Sandrine Rousseau à l'Assemblée nationale. Plusieurs propositions sur le CDI senior qui ont été amoindries en CMP, et en fait ils font semblant d'être contents. Voilà, ils font semblant d'être contents pour servir d'appui à la majorité présidentielle, enfin à la minorité présidentielle en l'occurrence. Et là on a vu des bons petits soldats, on a vu des députés qui vendaient leur âme bien facilement, compte tenu du double jeu qu'a joué le Renaissance. Il y a une autre bataille qui est celle de l'hémicycle. Alors il y a le Sénat demain matin, il y a l'hémicycle ici demain après-midi, et on ne lâche rien, on va discuter, on va parlementer, on va faire en sorte que cette réforme ne passe pas. S'il s'agit de la vie des gens, encore une fois, ça n'est pas rien, ça n'est pas une petite réforme, c'est un projet de société, et nous jetterons jusqu'à la dernière once d'énergie dans cette bataille. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous pouvez encore faire, Madame Rousseau? Est-ce que ça veut dire, par exemple, voter la motion de rejet de Lyotte demain avant le vote du texte? Bien sûr, mais je vais laisser Mathilde Panot parler, mais bien sûr qu'on peut voter une motion de rejet, et bien sûr qu'on peut surtout voter contre et obtenir encore des voix contre dans l'hémicycle demain. Même question, Madame Panot, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'abord, je vais vous dire un petit mot, parce qu'on vient de passer 8h30 de commission mixte paritaire avec un accord qui était déjà ficelé, avec une ambiance extrêmement lunaire, puisque pendant qu'il y avait des centaines de milliers de personnes au moins qui manifestaient, il n'y avait pas de mouvement social. C'est comme s'il n'y avait pas de mouvement social dans notre pays. Et si M. Marlex a décidé d'être ministre des retraites de M. Macron, ce n'est peut-être pas le cas de tous les Républicains. Et donc demain, j'invite toutes celles et ceux qui le peuvent à interpeller leurs députés, parce qu'il a encore le temps de le faire, de leur envoyer des mails, etc., pour leur dire que le vote de demain, c'est aussi un vote pour se rappeler pour tous les parlementaires pourquoi ils ont été élus. Est-ce qu'ils ont été élus pour défendre le peuple et l'intérêt général, ou est-ce qu'ils ont été élus pour défendre l'ego d'un seul homme contre tout un peuple? Donc ça, c'est un moment déjà qui pour nous est important sur une chose. J'observe une deuxième chose, c'est que M. Maillard est venu voir la presse tout à l'heure pour expliquer qu'il avait fait que nous faisions un bon travail dans la commission mixte paritaire. Ça me rappelle Madame Amélie de Montchalin qui expliquait qu'elle avait fait son travail de députée en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça donne une bonne idée de ce qu'est le travail pour les députés macronistes, un bon travail pour eux. Eh bien, c'est finalement de voler de l'argent aux Français en supprimant l'impôt de solidarité, sur les finances, ou de voler 2 ans de vie aux Français comme ils le font avec la réforme des retraites. Je le dis ici à toutes celles et ceux qui se battent partout dans le pays, qui sont en train de faire grève avec des menaces de réquisition qui pèsent sur la tête de certains. Je le dis à celles et ceux qui ont encore marché aujourd'hui ou ont marché à d'autres dates. Rien n'est fini dans ce pays. Et quand je vois 60% des gens qui veulent continuer la mobilisation, même si la réforme a été votée, cela doit leur donner la force de comprendre que oui, des millions de personnes continuent de refuser cette réforme des retraites. Alors qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Demain, nous avons le Sénat et l'Assemblée. Évidemment, nous voterons la motion de rejet, et c'est peut-être Lyotte effectivement qui la porterait. Donc nous voterons la motion de rejet, et puis nous continuerons avec tous les outils que nous avons à notre disposition, saisine du Conseil constitutionnel, motion de censure, et bon, après la suite, on vous la dira après, mais en tout cas, nous avons fait, nous, notre rôle comme parlementaire de la NUPES, de nous opposer dans cette CMP, et je veux le dire, si nous n'avions pas été là, y compris avec ce que certains ont qualifié d'action illégale, c'est-à-dire d'expliquer ce qui se passait dans cette commission mixte paritaire et de la rendre transparente, alors probablement que cette CMP n'aurait pas duré 8h30, mais qu'elle aurait duré 1h30, 2h, 3h, je ne sais pas. Et donc je crois que là aussi nous avons fait œuvre utile pour expliquer ce qui s'y passait dans le plus grand secret et dans la plus grande opacité. Vous avez participé aux travaux, ambiance de travail constructive, apaisée, tendue. Comment ça s'est passé, messieurs? Apaisé, mais affligeant. C'est-à-dire que on était dans des échanges extrêmement courtois. Hein. Je veux dire, on a parlé toute la journée, mais on avait aussi l'impression, c'est pas évident, hein, ça pas toujours pour les députés, en tout cas de l'opposition, de parler dans le vide. Parce que ils sont arrivés, on a commencé par faire un premier tour de table, mais on n'avait toujours pas de texte. Et c'est qu'au bout d'une demi-heure, 40 minutes, qu'on est arrivé avec ce paquet de 110 pages et qu'on nous a dit, bah voilà,
C'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Mais comment voulez-vous travailler sérieusement sur en fait un document Word en suivi des modifications, hein, c'est à ça que ça ressemblait, où vous aviez d'un côté la version transmise au Sénat, de l'autre la version sortie du Sénat, et puis en fait la version finale qui était des petits bougés, des virgules qui sautaient, des articles qui sautaient. Et c'est comme ça que petit à petit on a commencé dans la journée à débusquer les horreurs. Mais par exemple, il y en a certaines qu'on a débusquées qu'à posteriori. Moi, parce que vous n'avez pas eu le temps d'examiner le texte. Parce qu'on n'a pas eu le temps de lire, en fait, ce qui nous était transmis et ce même sur quoi on votait. On disait, bah voilà, allez, on vote sur l'article 1er, qui vote pour, qui vote contre, aucun débat, mais ce que vous voulez dire, c'est que leurs copains respectifs s'étaient mis d'accord avant pour écrire un texte. Ils sont arrivés en disant, on a bien travaillé cette nuit. On a dit, bah, c'est super, vous avez bien travaillé cette nuit, mais nous, on est députés, on aimerait bien savoir de quoi il en retourne. On disait, bah, c'est dans le texte. Je précise quand même que nous avons déposé des amendements, les députés de gauche au sein de la et les sénateurs de gauche du Sénat. Nous avons déposé une vingtaine ou une trentaine d'amendements. Au sein de la CMP. Au sein de la CMP. Donc, il y a eu discussion. Il y a eu des discussions. Mais si on n'avait pas proposé ces 20 ou ces 25 amendements qui ont pris l'essentiel de la discussion, on aurait simplement levé la main pour adopter les uns après les autres les articles sans qu'il y ait une seule le fonctionnement normal d'une commission mixte paritaire. Moi, je vais vous dire, j'ai aussi assisté à des commissions mixtes paritaires, mais on avait des amendements point par point qui nous expliquaient avec des exposés, des motifs qui disaient voilà ce que ça change. Là, on nous a donné un texte sans même nous dire ce que ça changeait. On avait, et je vous enverrai si vous voulez le document qui nous a été communiqué, c'est 115 pages de documents Word en suivi des modifications. Rien d'autre, aucune explication. C'est le format classique d'une CMP. Prendre un exemple. Le texte a-t-il changé entre l'entrée de la CMP et la fin de la CMP? Oui, on a réussi à obtenir 3 bougés. Le premier, c'était bougé mineur. Hein. Le premier, c'est un bougé qu'on a réussi à obtenir pour faire supprimer un amendement de rapport, ça n'a aucune incidence, sur la retraite par capitalisation qui avait été introduite par les sénateurs. Ça, c'est une erreur. En disant, c'est quelque chose auquel on s'oppose philosophiquement, ça n'a aucun impact. On a réussi à obtenir le retrait de cette mesure. Et puis, d'autres dispositions, parce que entre la sortie du Sénat et la nuit et le matin, il y avait eu la suppression, par exemple, de dispositions favorables aux carrières des femmes d'amendements portés par Laurence Rossignol et adoptés au Sénat. On a réussi à faire réintroduire 2 de ces mesures pour avec l'aide de la les mères de famille, Renaissance, avec l'aide de l'ensemble, avec une forme de consensus. On a réussi à obtenir un consensus pour attirer 2 micro-mesures favorables aux femmes. Mais par rapport à tout le reste, par rapport à tout ce qui était dégradé, par rapport finalement à tout ce qui avait des conséquences, on s'est battu pendant une petite heure, on va dire, sur un sujet important, la prise en compte des risques chimiques. Ça avait été voté par le Sénat, ça avait été porté par des sénateurs. Dans la nuit, les sénateurs ont accepté que finalement, les risques chimiques ne soient plus dans le compte de prévention. Et ça, c'était écrit... on supprime le 2A de l'article L, je sais plus quoi. Oui, il vous a fallu un peu de temps pour voir ce que c'était. Et donc, on finit par réussir à débusquer ça. On dit, vous avez supprimé les risques chimiques, et c'était un amendement des sénateurs LR. Réponse des LR, oui, mais bon, ça fait partie du deal. Et donc, tant pis pour les risques chimiques, tant pis pour les salariés de la sidérurgie, pour les salariés des mines, qui subissent ces risques chimiques, qui subissent ces polluants. Quand vous dites risques chimiques, les faire rentrer dans les critères de pénibilité? Pour les faire rentrer dans le fonds de prévention de la pénibilité. D'accord. Et vous avez obtenu gain de cause ou pas? On n'a pas obtenu gain de cause. Non. Écoutez, c'est tout simple. Aujourd'hui, pour être plus clair que ce que a dit Monsieur Haddad, pour rentrer dans le dispositif carrière longue, il y a 3 critères. Le premier critère, c'est d'avoir cotisé un certain nombre de trimestres avant un certain âge. 21 ans. On va dire, par exemple, 21 ans, il faut 4 à 5 trimestres. Oui. Ça dépend, donc, pour avoir le droit. Mais c'est des critères qui se cumulent. Vous avez un deuxième critère qui est un nombre de trimestres. 172, ça veut dire 43 ans. C'est la durée de cotisation. Troisième, et ça, c'est jusque-là, vous êtes assez d'accord. De manière sanctuarisée. Et le troisième critère, et c'est là où le bas blesse, c'est un critère d'âge. Bah eux, ils disent que ça n'existe plus quand on a commencé avant 21 ans. Et d'ailleurs, il y a un critère d'âge. Il y a un critère d'âge. Ça veut dire que quand vous avez commencé à 20 ans, vous allez jusqu'à 62 ans. Ouais. Bon, mais qui dit commencer à 20 ans, dit que vous pouvez avoir commencé, en fait, c'est 4 trimestres à 20 ans. À la fin de votre 20e année. Ça veut dire que vous pouvez commencer à avoir travaillé à 18 ans, à 19 ans, avoir cotisé des trimestres entre 18, 19 ans et la fin de votre 20e année, et vous rentrez dans le dispositif qui vous donne le droit à partir à 62 ans. Mais résultat de ça, c'est que vous pouvez avoir aujourd'hui dans le dispositif commencer à travailler à 19 ans et partir à 62 ans, mais aussi à 18 ans et partir à 62 ans. Ça, c'est la réalité de ce qui va se passer. Les derniers signaux que nous envoie l'Élysée et l'entourage du président de la République indiquent plutôt que l'hypothèse du vote est privilégiée par rapport au 49.3, ce qui, en soi, ne change pas foncièrement par rapport au discours des premiers jours de la semaine. Bonne raison d'aller retourner au Palais Bourbon, retrouver Sandrine Rousseau, la députée Europe Écologie Les Verts, qui est membre suppléante de cette commission mixte paritaire. Vous avez entendu les dernières informations de BFM TV, hein, donc on est en train de sécuriser le vote. Vote, il va y avoir peut-être à l'Assemblée nationale, Madame Rousseau.
Ouais, ça ressemble beaucoup à de la méthode Coué parce que sécuriser un vote, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont pas complètement sûrs et sécurisés sur le vote. Donc c'est surtout de la méthode Coué et je vous entendais dire que la commission mixte paritaire était décisive, mais on savait avec les noms des personnes qui représentaient LR qu'en fait, il n'y aurait pas de doute sur le vote de la commission mixte paritaire puisqu'en fait, ont été envoyés dans cette CMP les députés républicains qui étaient les plus favorables à la réforme. Donc demain tout se joue et j'ai envie de vous dire que même si demain de toute façon le vote passe, eh bien il y a encore le Conseil constitutionnel, il y a encore la rue, il y a encore plein d'étapes et j'invite vraiment les Français et les Françaises à ne pas désespérer parce que je sais que c'est dur et je sais que le combat social sont des moments vraiment toujours difficiles, mais là on ne lâche rien. C'est-à-dire on ne lâche rien parce qu'aujourd'hui le nombre de grévistes, les taux de grévistes sont quand même en baisse, Madame Rousseau. Donc peut-être que la mobilisation est en train de faiblir malgré les appels qu'il y a pu avoir à mettre l'économie à genoux et la France à l'arrêt. Ça n'a pas marché. Oui, enfin, il y a un taux d'inflation qui est énorme. Il y a des personnes qui ont fait des grèves, se sont privées de salaire. Là, moi, je suis allée rendre visite aux éboueurs de Paris qui sont en grève depuis maintenant plusieurs semaines. Et ce sont des gens qui refusent la caisse de grève et qui prennent sur leur salaire. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui se saignent aux quatre veines pour ne pas avoir 2 ans de plus. Et ils le font parce que c'est visible. Ils le font pour tous les autres Français et Françaises. Et vraiment, enfin, je voudrais leur dire ne lâchez rien. Nous, on est là demain dans l'Assemblée, on va se mobiliser énormément et le Sénat va se mobiliser aussi et à la fin de la journée il y aura encore le Conseil constitutionnel et demain le vote n'est pas fait. Vraiment le vote n'est pas fait demain. Et ça va se jouer à très peu de voix et il se peut très bien que nous le gagnions. Et s'il y a une motion de censure transpartisane, vous votez ensemble, Rassemblement National et NUPES ? Déjà, il y aura une motion de rejet qu'on va voter avec Lyot. A priori, c'est le groupe Lyot qui va déposer cette motion de rejet. On la votera avec eux et après, on verra pour la suite. Mais Sandrine Rousseau, l'intersyndicale va se réunir ce soir, donc on verra ce qu'elle décide. On sait déjà que la CFDT avait dit que s'il y avait vote 149.3, bon, peut-être qu'on s'arrêterait là. Est-ce que vous croyez vraiment, s'il y a vote demain, que les Français vont continuer à se mobiliser contre cette réforme des retraites ? Mais je pense qu'il y a une partie de la population qui est en train de se radicaliser. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui est en train de se dire que de toute façon il faut des actions chocs, des actions visibles. On le voit avec la question encore une fois des éboueurs, c'est que quand les poubelles sont pas ramassées, on comprend l'importance des métiers invisibles. On comprend aussi la dureté de ces métiers parce qu'on voit les sacs s'entasser, on voit ce qu'ils ont à porter chaque jour. Donc en fait là, puisque dans la commission mixte paritaire on avait quand même l'impression d'un entre-soi, eh bien ces métiers qui sont indispensables, invisibles et extrêmement durs, eh bien se rappellent à nous. Et c'est parfait. Et c'est très bien. Et je pense qu'ils ne seront pas les seuls. Merci Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie Les Verts en direct de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir été avec nous. Mathilde Panot, bonsoir, vous êtes présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Vous êtes au meeting de Jean-Luc Mélenchon qui s'est tenu tout à l'heure. Vous faites partie de la CMP qui a trouvé un compromis aujourd'hui. Diriez-vous que la nouvelle mouture du texte est mieux que la précédente ? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, sur les pseudo-avancées de cette commission mixte paritaire, on nous parle des 43 annuités pour les carrières longues. En fait, ça reste 43 annuités pour certains et 44 pour d'autres. Donc, ce qui était reproché notamment par certains des Républicains. Donc, les LR se sont en quelque sorte fait enfariner par les macronistes sur cette question. En tout cas, il est évident que vu ceux qui siégeaient à la CMP, notamment Monsieur Marlex, eh bien, ils avaient ceux qui étaient d'accord avec la réforme. Et donc, si Monsieur Marlex a décidé d'être le ministre des retraites de Macron, grand bien lui fasse. Mais demain, la question qui sera posée à chacun des parlementaires, personnellement et individuellement, c'est de savoir pourquoi ils ont été élus. Est-ce qu'ils ont été élus pour défendre l'intérêt général ou est-ce qu'ils ont été élus pour défendre l'ego d'un seul homme contre tout un peuple ? Il y a plusieurs options pour contrer la réforme, motion de rejet, motion de censure ou encore le référendum d'initiative partagée qui permet de bloquer 9 mois la mise en œuvre d'une réforme. Quel serait le plus efficace selon vous ? Eh bien, si on commençait par voter la motion de rejet demain, ça serait évidemment le plus rapide. Mais sinon, nous utiliserons tous les moyens que nous avons à disposition. Vous avez aussi dans la liste que vous avez évoquée le recours au Conseil constitutionnel que nous ferons en commun, évidemment, avec la NUPES et peut-être d'autres. Et évidemment, une motion de censure dans tous les cas.
On ne peut pas avoir un président de la République qui fait fi de tous les fondements de la démocratie et qui décide de passer en force tout le temps sans qu'il ne se passe rien. Des millions de personnes manifestent depuis des semaines, des gens font grève depuis plusieurs jours et il ne peut pas piétiner à la fois le Parlement, piétiner la démocratie sociale de notre pays et croire que tout va passer comme cela. Donc la bataille est loin d'être finie. Merci beaucoup Mathilde Panot.